Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier numéro du 7-8 Europe de cette saison, le magazine européen de la rédaction de TV78 qui a décidé de profiter de quelques rayons de soleil et d'un peu de chaleur pour poser ses caméras à l'extérieur et plus précisément à la Turbine. Nous vous ferons découvrir cet espace dédié à l'innovation et aux entrepreneurs qui est ouvert il y a plus de 6 mois à Cergy-Pontoise. Au total, ce sont près de 6500 mètres carrés d'espace, de bureaux et de lieux de vie répartis sur 3 sites qui accueillent les entrepreneurs, chercheurs ou encore étudiants du territoire. La Turbine qui bénéficie des fonds structurels européens pour son financement. Nous rencontrerons son directeur Jean-Claude Célestin. Lui aussi est entièrement consacré à l'innovation et à l'aide des jeunes entreprises. Le Ski Cube, nous aurons également rendez-vous à l'incubateur situé à Saint-Quentin en Yvelines, heureux bénéficiaire des fonds européens pour accompagner les créateurs et repreneurs d'entreprises à Sky. Nous ferons le bilan de 3 ans d'activité et notamment de ces derniers mois marqués par la crise du Covid-19. Enfin, nous ferons un rapide tour de l'actualité européenne, la plus récente, avec notamment une dernière session plénière à Bruxelles pour les eurodéputés, un Conseil européen à 750 milliards d'euros entre les chefs d'État et de gouvernement européens, ou encore un nouveau vice-président en charge des affaires européennes à la région Île-de-France. Jean-Claude Célestin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Turbine. Merci de nous accueillir sur l'un des sites de la Turbine, le site emblématique ici. Ce nouvel espace qui est ouvert dans l'agglomération de Cergy-Pontoise il y a quelques mois. Nous sommes ici donc sur le site Le Port. Il se nomme Le Port. La Turbine, je le disais en introduction, c'est un espace d'accompagnement pour toute la communauté entrepreneuriale du territoire. L'objectif justement, c'est de créer vraiment une communauté qui se rencontre et qui peut travailler ensemble sur chacun de leurs projets. L'objectif, c'est de créer en fait un écosystème avec des entrepreneurs, que ce soit donc on a 3 types de contrats, incubés, donc qui ont moins de 2 ans, pépinières d'entreprise qui ont moins de 3 ans et hôtels d'entreprise au-delà des 3 ans, donc qui peuvent aller jusqu'à 6, 7, 8 ans. Et d'avoir ces entreprises à différents niveaux, de différents secteurs d'activité et qui puissent travailler ensemble, s'aider, s'entraider et nous les accompagner au mieux. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, on peut faire toute sa vie d'entrepreneur ici, du début jusqu'à une certaine évolution de plusieurs années. Tout à fait. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on rentre en première année d'incubation, on peut faire 12 ans à la Turbine. La Turbine, ça a ouvert en décembre 2019, forcément quelques semaines et quelques mois avant le Covid-19 et la crise sanitaire qui a touché la France et qui touche encore la France depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour vous, ça a été un faux départ. Comment vous avez vécu cela? Et est-ce que vous avez dû du coup arrêter des projets qui étaient déjà en cours et bien lancés? Alors oui, forcément, on a été impacté. Alors, on a ouvert début 2020 exactement, début 2020, le temps que les travaux se terminent. On a ouvert avec un bon taux de remplissage. On a eu malheureusement, donc 2 mois après, obligation de fermer le site, puisqu'on a fermé le site pendant 2 mois. L'agglomération d'ailleurs a aidé les entreprises puisqu'elle a suspendu les loyers pendant 2 mois. Ça nous a freiné dans l'élan, mais je dirais que c'est plutôt positif aujourd'hui sur la sortie par rapport à ce que j'attendais, puisqu'on était à 56% de taux d'occupation avant la crise Covid. Et aujourd'hui, donc, on est à 66%. Donc, on a des entreprises qui étaient rentrées dans des comités avant la crise, qui ont quand même maintenu leur entrée. Et il y a eu même des créations d'emplois pendant le Covid, puisqu'on est passé de 197 emplois à la fin du premier trimestre à 249 sur la fin du deuxième trimestre. On a eu effectivement quand même 3 fermetures de sociétés, des petites sociétés plutôt avec un profil incubation qui démarraient, qui commençaient la commercialisation et qui ont été freinées dans leur élan. Est-ce qu'un lieu comme ça se justifie encore plus après ces mois très difficiles et cette crise qui va peut-être se manifester encore plus à la rentrée? Oui, notre rôle est encore plus important ici et le rôle d'un site comme celui-ci, c'est déjà de se retrouver pas tout seul quand on revient, de se retrouver avec une communauté, avec un écosystème, de pouvoir par exemple faire venir ici, on a fait venir très rapidement ici la BPI, des banques sur les différents prêts qui ont été mis en place par l'État. C'est d'avoir donc tout de suite pour eux le lien avec la BPI.
Et puis on a créé un accélérateur qui s'appelait Restart, qui a été, donc pendant 3 semaines, on a fait travailler 10 sociétés sur la reprise, comment communiquer après la crise, comment reconquérir des clients. Voilà, ça a duré 3 semaines et les entreprises sont très satisfaites. Ça crée une dynamique en fait, finalement. Et effectivement, comme vous dites, après une crise comme ça, le rôle de la turbine est encore plus important. Merci Jean-Claude Célestin pour vos précisions. On va rencontrer maintenant justement un entrepreneur qui va pouvoir nous raconter son parcours ici et aussi comment lui, il a vécu la crise ici à la turbine. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Zawani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur d'Evolina Health Group Santé. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais à peu près, on cible votre cœur de métier. Vous portez un projet ici, vous êtes incubé depuis le début de la turbine, depuis janvier 2020, et vous portez un projet de solutions nutritionnelles pour personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet avant qu'on parle de votre présence ici à la turbine, de votre projet à vous ? Je m'intéresse à une problématique qui touche maintenant un Français sur 4, qui est l'Alzheimer, donc de plus de 65 ans, et un autre problème qui est la dénutrition. Et donc après exactement mon dernier brevet, mon 3e brevet, qui est maintenant dans 18 pays, qui était vendu à 55 millions, j'étais incubé à Star Labs et maintenant à la turbine pour créer ma propre emploi et démarrer cette nouvelle société. Donc cette société, il commercialise un concept, ce n'est pas seulement un produit, un concept qui est une triade nutri-cognitive où la personne, on le prend d'une façon holistique avec une solution nutritionnelle sous contrôle médical, qui est un brevet que j'ai inventé, où j'ai découvert que chaque personne âgée dénutrie, il ouvre la porte à une démence. Donc l'objectif de cette solution, dans un cadre holistique, c'est de prévenir exactement et de prendre en charge les personnes âgées en stade précoce de leur démence. C'est-à-dire, c'est essayer d'allonger la durée d'arrivée de la démence et de l'Alzheimer. Racontez-nous quels sont les avantages d'être à la turbine pour vous. J'imagine que c'est un cadre de travail efficace, assez calme. Il y a aussi l'opportunité de rencontrer du monde, d'échanger, d'avoir des moments de vie. Vous savez, je travaille sur le sujet âgé. L'un des problèmes du sujet âgé, c'est l'isolement. Quand on est sorti exactement, quand on perd notre travail, quand on perd exactement, on se trouve dans l'isolement. Les coachings, le système de coaching, le système d'accompagnement n'est pas adapté à des cadres exactement qui étaient des responsables comme j'étais, qui géraient des équipes. Donc il faut trouver des chasseurs de tête. Moi, mes chasseurs de tête, ce n'était pas possible de me trouver un poste. Quand je suis arrivé à la turbine, j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé un encadrement, j'ai trouvé un coaching exactement. Je ne savais pas que ça veut dire entreprendre. Je ne savais pas comment gérer, comment monter un business plan, comment faire la communication. Toutes ces choses-là, c'est là où je l'ai appris. Merci beaucoup, docteur Zawani. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance à vous pour la suite, puisque vous entrez dans une phase très importante pour vous. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Evolina Health Group Santé. Merci beaucoup. On va se rendre désormais dans un autre lieu de ce type à Saint-Quentin en Yvelines. On change de département. Le Ski Cube accompagne les créateurs d'entreprises depuis 2017. Le lieu a été lui aussi financé en partie par les fonds structurels européens. Du Val d'Oise aux Yvelines, de la turbine au Ski Cube. Nous sommes donc ici présents désormais au Ski Cube, ce lieu qui accueille depuis plus de 3 ans de jeunes entrepreneurs, de chercheurs et des repreneurs d'entreprises ou encore étudiants qui cherchent à s'implanter, à développer leurs projets et leurs start-up. Nous avons rencontré à ce propos Jean-Luc Méraud, l'un des responsables du lieu qui bénéficie des fonds européens. On a eu des aides d'abord pour l'ouverture du bâtiment, son réaménagement, puisque nous avons ouvert ce site dans une logique d'accompagnement des entreprises, toutes activités confondues, mais avec un focus fort sur l'incubation d'entreprises et l'accompagnement des startups. Donc des aides pour la partie, on va dire, immobilière de ce projet,
Et ensuite, d'autres types d'aides qui ont été déclinés plutôt pour l'accompagnement des entreprises, des startups ou les porteurs de projets de manière plus classique. Par an, nous accompagnons globalement une vingtaine de startups, toute activité confondue, puisque l'incubateur que nous proposons, l'incubation que nous proposons ici dans le cadre de SkiCube est un incubateur généraliste qui prend appui sur un prestataire privé qui est Incubaliance, mais c'est un incubateur généraliste, donc nous avons en moyenne par an une vingtaine de startups que nous accueillons, nous hébergeons et que nous accompagnons sur des sujets donc, qui peuvent être des sujets liés au digital ou au loisir, au sport, enfin, voilà. Une grosse panoplie de services qui font aujourd'hui la richesse de SkiCube. Légitimité, vous avez entièrement raison, puisque ça sous-entend en amont que nous avons eu un accord, donc une forme de validation et de reconnaissance de la part des instances européennes et de la région, puisque le Conseil régional est fortement partie prenante dans ce dispositif. Donc pour nous, effectivement, c'est un crédit supplémentaire et ça nous permet de valoriser notre aide, notre accompagnement au-delà du territoire de Saint-Quentin-du-Yvelines. Et nous rayonnons aujourd'hui dans l'écosystème, on va dire, de Paris-Saclay d'une manière générale, mais plus largement aussi en Île-de-France. La crise économique, malheureusement, suit la crise sanitaire, donc de grosses difficultés à venir pour un bon nombre d'entreprises. Ceci étant, l'ensemble des institutionnels, des acteurs économiques ont mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment des dispositifs financiers. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est fortement aussi impliquée dans la relance économique, avec un plan qui a été décidé il y a quelques semaines maintenant par les élus. Donc une forte mobilisation financière dans un premier temps. On va aussi accompagner un nombre important d'entreprises. Donc ça devrait aussi permettre à des entreprises qui pourraient être confrontées à ces difficultés économiques de pouvoir peut-être passer ce cap de manière un peu plus lisse. Pour être plus précis, vous évoquiez le sujet des startups et ça a été, on va dire, la bonne surprise. À la sortie du confinement, nous avons eu tout au long de ces 3 mois des contacts quotidiens avec la quasi-totalité d'entre elles et finalement elles ont réussi à passer ces 2-3 mois d'abord avec le moral, et c'est important quand on est dirigeant d'entreprise parce que ça permet aussi de garder le lien et de motiver les collaborateurs et les associés. Donc un moral d'aplomb pour ces start-upers, et puis des perspectives d'activité qui se dessinent, qui n'ont pas été complètement coupées et qui se dessinent de manière positive, on l'espère, on va dire pour les prochaines semaines et prochains mois. On poursuit ce 7-8 Europe avec un rapide tour de l'actualité européenne en bref, avec notamment la nomination d'un nouveau vice-président pour les affaires européennes à la région Île-de-France, la réunion des chefs d'État et de gouvernement européens pour tenter de trouver un accord sur un plan de relance continental de 750 milliards d'euros. Il aura fallu 5 jours et 4 nuits pour trouver un accord. Les chefs d'État et de gouvernement européens sont finalement parvenus à s'entendre sur un plan de relance post-Covid-19 le 21 juillet dernier. Ce plan de 750 milliards d'euros, inédit par son ampleur, prévoit notamment un remboursement mutualisé pour plus de la moitié des sommes empruntées. Qualifié d'historique par les chefs d'État, ce plan a aussi été critiqué. Mathilde Androuet, eurodéputée et responsable dans les Yvelines du Rassemblement national, estime notamment qu'il hypothèque l'avenir et entraîne une perte de souveraineté. Les parlementaires européens qui se sont retrouvés, eux, à Bruxelles le 23 juillet pour une session extraordinaire. Le temps de débattre de l'accord négocié par les chefs d'État. S'ils ont salué le plan de relance, ils ont manifesté en revanche leurs craintes quant à la baisse prévue du budget de l'Union européenne pour les 7 prochaines années. Un nouvel élu pour les affaires européennes à la région Île-de-France. Othman Nasrou récupère le portefeuille détenu jusque-là par Stéphanie Van Heuve. L'élu des Yvelines devrait occuper ce poste jusqu'aux prochaines élections régionales prévues en mars prochain. La région Île-de-France qui répond aux questions des bénéficiaires des fonds structurels européens dans le cas de la crise liée au Covid-19. Une page mise à jour sur son site internet répond aux nombreuses questions soulevées par les porteurs de projets franciliens. Risque d'accident, embouteillage au péage, stress et aussi des enfants parfois très impatients. Prendre la route à l'heure des vacances peut être une véritable épreuve à l'heure du chassé-croisé. Quels sont les comportements de nos voisins européens? Respectent-ils plus les règles que nous sur la route? Élément de réponse avec Olivier Janouex, responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Concernant la sécurité routière, la moyenne européenne est de 49 décès par million d'habitants. En France, la moyenne est de 53 décès par million d'habitants.
Le pays qui fait le mieux en termes de sécurité routière est la Suède avec 25 décès par million d'habitants. Le pays qui fait le moins bien est la Roumanie avec 98 décès par million d'habitants. Chaque nationalité a ses mauvaises habitudes en matière de conduite. On se rend compte par exemple que les Français ont une légère tendance à ne pas vouloir mettre les clignotants et à aussi s'énerver assez rapidement au volant. Si on prend les meilleurs en termes de sécurité routière, donc les Suédois, on se rend compte qu'eux ont une fâcheuse tendance à ne pas vouloir respecter leurs propres limitations de vitesse. Donc ils ont toujours tendance à rouler un peu plus vite que ce qui est prévu. Les Espagnols au volant, eux, ont l'habitude de klaxonner un peu trop souvent. D'autres comportements qui peuvent être plus ou moins délicats, on a par exemple les Grecs qui, eux, ont une tendance à oublier d'attacher leur ceinture de sécurité. Enfin, les Polonais préfèrent descendre de voiture pour s'expliquer avec les autres automobilistes. C'est la fin de ce 7-8 Europe, le dernier de cette saison si particulière. Je vous souhaite évidemment un très bel été à tous, en France ou ailleurs en Europe. Vous pouvez retrouver l'ensemble des modules et reportages de cette émission sur notre site tv78.com et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve dès la rentrée prochaine pour une nouvelle saison du 7-8 Europe. À très vite sur TV78.